Je suis Christian Page. Lorsque les croyances dans le surnaturel dérapent, les conséquences peuvent être mortelles. Bienvenue dans Crimes occultes. Le carillon de la sonnette résonne dans la maison. Stephen Newberry, 19 ans, se précipite à l'entrée. En ouvrant la porte, il se retrouve nez à nez avec James Hardy. James, ou Jim pour les intimes, est, tout comme lui, étudiant à l'école secondaire de Carl Junction, au Missouri. James est incontestablement l'étudiant le plus populaire de l'école. Les filles lui tournent autour et les garçons le craignent et le respectent. Il incarne le bad boy et une certaine rébellion. Tout lui réussit. Il semble béni des dieux. Stephen lui voue une admiration sans borne. De fait, Jim est tout ce qu'il aurait souhaité être. Il traîne toujours avec Ronald, Ron, Clemens et Theron Pete Rowland. Ils forment un trio inséparable, surnommé les Hardy's Boys. On devrait plutôt dire « formait un trio », car depuis peu, le groupe est devenu un quatuor. Et le nouveau membre, c'est lui, Stephen Newberry. Il savoure sa chance. Il se sent comme Ringo Starr, parachuté dans le trio comprenant John Lennon, Paul McCartney et George Harrison. Stephen se sent comme le 4e Beatle. Il est pourtant si différent de son idole Jim. Non seulement est-il le plus vieux de la bande, tous les autres ont 17 ans, mais il est aussi l'antithèse de Jim. Il est grassouillet, alors que son vis-à-vis est svelte et athlétique et, contrairement à Jim, il est sans doute l'étudiant le plus impopulaire de l'école de Carl Junction. Debout sur le pas de la porte, Jim lui demande s'il est toujours partant pour une virée. Regardant par-dessus l'épaule de son mentor, Stephen aperçoit la voiture de Pete garée au bord du trottoir. De l'intérieur, Pete et Ron lui envoient la main. « Bien sûr », répond Newberry en invitant son ami à entrer. Pendant un instant, le temps que Stephen enfile ses chaussures et un blouson, les jeunes jasent d'Eternal Idol, l'album le plus récent de Black Sabbath, l'un de leurs groupes favoris. Stephen a beau se sentir comme Ringo Starr, la musique des Beatles n'est pas vraiment son truc. Comme les autres membres de la bande, il est un mordu de musique heavy metal. Il affectionne particulièrement Megadeth et Ozzy Osbourne. Lorsqu'il monte dans la voiture, il réalise qu'il y a un autre passager, un chaton de quelques mois. Il n'est pas vraiment surpris. En après-midi, Jim lui a téléphoné pour lui dire que la bande allait faire un jeu mortel, un deadly game, son expression pour parler de sacrifice d'animaux. Stephen comprend que cette virée sera tout sauf banale. Depuis qu'il a rejoint officiellement la bande, ses amis l'ont initié au satanisme. Au début, ce volet occulte l'a un peu dérangé, mais à présent, le culte du diable l'a complètement conquis. En secret, il croit même que la popularité de Jim est liée à ses forces obscures. Il y a quelques semaines, il a d'ailleurs participé à un premier rituel durant lequel un chat a été sacrifié. En apercevant le félin, Stephen comprend que ses acolytes ont décidé de remettre ça. Ce qu'il ignore, c'est qu'ils veulent passer des sacrifices d'animaux aux sacrifices humains. Les jeunes s'engagent sur l'autoroute 43 et prennent la direction de Joplin, à 15 minutes au sud de Carl Junction. Nous sommes le 6 décembre 1987. Conduisant d'une main, Pete enfonce une cassette dans l'autoradio. Les haut-parleurs renvoient à tue-tête les premières mesures de Damage Incorporated, du groupe Metallica. Le refrain répète en boucle « Blood will follow blood. Dying time is here. Damage Incorporated ». Pour Stephen, c'est un sombre présage.
presque une prophétie. Carl Junction se trouve dans le comté de Jasper, au Missouri. La ville est pratiquement sur la frontière avec le Kansas, à la limite des monts Ozarks. C'est la Bible Belt, cette grande région du centre-sud des États-Unis où les communautés chrétiennes, protestantes et très conservatrices définissent un certain mode de vie. En 1982, la famille Hardy déménage de Joplin à Carl Junction, une petite ville d'un peu moins de 4000 habitants. Nancy et James font partie de la classe moyenne. Lui travaille comme comptable et elle se consacre à l'éducation des enfants, 3 filles et 2 garçons. James fils, Jim, le cadet des garçons, a de la difficulté à s'adapter à ce nouvel environnement. Lui qui excellait à l'école voit ses notes chuter. Il devient irascible et violent. Une religieuse, également conseillère pédagogique, suggère aux Hardy de consulter. Ils inscrivent leur fils à une psychothérapie au Centre Ozark de santé mentale, à Joplin. Mais, après 2 ou 3 séances, Jim refuse d'y retourner. Nancy et James pourraient insister, mais ils ont d'autres chats à fouetter. Leur ménage bat de l'aile et ils préfèrent croire que les problèmes de Jim sont la conséquence du climat tendu qui règne à la maison. Ce n'est qu'à moitié vrai. Ce que les Hardy ignorent, c'est que leur fils consomme de plus en plus, étant rapidement passé du cannabis aux amphétamines et au LSD. Il a des fantasmes malsains et morbides. Il maltraite et torture des animaux. Il dira plus tard « Tirer sur un oiseau ne me suffisait pas. Je devais le mettre en pièces. Je pensais que c'était fantastique. Je voulais voir la mort. J'étais amoureux de la mort. » À 13 ans, après une discussion houleuse au sujet de sa consommation de cannabis, son père le confine dans sa chambre, privé de sortie. Jim réagit avec violence, défonçant littéralement la porte avec un bâton de baseball. Les coups sont portés avec une telle force que des éclats de bois sont projetés jusque dans le hall d'entrée, certains atteignant son père au passage. À une autre occasion, alors que son paternel lui reproche d'avoir mal rangé des outils, Jim saisit une bûche et la lui lance en le menaçant de le tuer. C'est à l'école secondaire de Carl Junction que Jim fait la connaissance de Steven. Ce dernier est un peu la tête de turc de l'école. Il est grassouillet, d'une hygiène corporelle douteuse et on le dit un peu lent. Il a d'ailleurs redoublé sa première année du secondaire. Dès les premiers jours de la rentrée, il s'attache à Jim, qu'il perçoit comme un idéal à atteindre, un rebelle sans cause. Cette admiration est loin d'être réciproque. Jim voit plutôt en Steven un faible qu'il peut manipuler comme un chien de compagnie. À la même époque, il fraternise avec Ronald Clemens, Ron pour les intimes, un adolescent aussi paumé que lui. Sa mère est serveuse et son père, alcoolique et toxicomane, vit d'expédients. Il a occupé pas moins de 30 emplois au cours des 4 dernières années. Les garçons deviennent vite inséparables. Outre leur consommation de drogue, ils partagent de nombreuses passions, la musique heavy metal, l'occultisme et le satanisme. Face à ce tandem, Steven ne fait pas le poids. Le duo l'insulte, le truande et lui conseille souvent d'aller voir ailleurs. L'adolescent comprend qu'il n'est plus le bienvenu. Mais l'a-t-il jamais été? Il choisit de prendre ses distances, mais il ne reste jamais bien loin. À ce moment-là, Jim et Ron voient le satanisme beaucoup plus comme un mode d'expression que comme une religion. Ils dessinent des pentagrammes sur les murs des bâtiments et, lorsqu'ils veulent exprimer leur mépris, ils brandissent le poing avec l'auriculaire et l'index levé, symbolisant des cornes dressées. Un doigt d'honneur style Lucifer.
Il passe de longues heures à la bibliothèque de l'école, consultant des livres sur l'occultisme et le satanisme. Il se procure même des exemplaires de la Bible satanique d'Anton LaVey, le fondateur de l'Église de Satan en 1966. Cet ouvrage est en quelque sorte le b.a.-ba de tous les satanistes en devenir. Dans l'autobus scolaire, le chauffeur surprend Jim à entretenir les plus jeunes à propos du culte du diable. Il le signale à l'école, qui envoie une lettre au Hardy. La note revient signée de la mère de Jim, Nancy. La direction suppose que les parents ont parlé à Jim, qu'ils ont joué leur rôle d'autorité. Mais il n'en est rien. Pour Nancy et James, ces histoires ne sont que des bêtises d'adolescents. Jim est sur une pente de plus en plus glissante. Dans l'intimité de sa chambre, il prie Dieu et le diable. Il attend de voir lequel des deux répondra le mieux à ses attentes. Plus il en appelle au malin, plus la vie est généreuse. À l'école, il est populaire comme jamais, sauf auprès du corps enseignant, qui le voit comme un cancre et un voyou. Il a des amis, des filles et de la drogue. Ron se met aussi à la prière. Dans sa chambre, il a accroché une croix à l'envers, une croix dite de Saint-Pierre, qu'il fixe tout en faisant ses incantations. Comme son ami Jim, il est convaincu que le diable est la force qui domine le monde. Les adolescents s'habillent de noir et portent une boucle d'oreille en forme de croix inversée. Ils se laissent pousser les cheveux. Jim ajoute même à son style un faux serpent qu'il s'enroule autour du cou. Il fréquente une bande de marginaux qui se réunit dans les bois, près d'une voie ferrée désaffectée. Ces jeunes, de 2 ou 3 ans plus âgés, sont connus pour leur participation au commerce des stupéfiants. Ils leur vendent leurs marchandises que Jim et Ron refourguent aux étudiants de l'école secondaire de Carl Junction. Peu à peu, le satanisme resserre son emprise sur eux. Leur conversation ne tourne plus qu'autour de la violence et du macabre. Les autres élèves ont l'impression que Jim et Ron sont en compétition pour imaginer les scénarios les plus sordides et choquants. Ils vibrent aux paroles de Megadeth ou de Slayer, des groupes heavy metal dont les paroles font souvent l'apologie de la violence, de la mort et de la torture. Certaines de ces formations glorifient au passage des actes contre nature, comme le cannibalisme et la nécrophilie. Jim répète à qui veut bien l'entendre que Satan est son Dieu. Quelque part à l'été de 1985, Ron confie à son alter ego que tout cela commence à lui faire peur. Parfois, des forces obscures le réveillent la nuit. Il souffre de violentes migraines et ses pensées s'embrouillent. Il croit que des entités malveillantes tentent de se substituer à sa volonté, qu'elles cherchent à le posséder. C'est comme un marteau-piqueur dans sa tête. Il préfère prendre ses distances vis-à-vis ses pratiques sataniques. Contre toute attente, Jim n'est ni surpris ni offensé. Au contraire, il le comprend, avouant avoir lui-même été possédé une dizaine de fois par des démons du bas astral. Ron ne reste pas longtemps hors du cercle. Après avoir lu le roman Orange Mécanique et vu l'adaptation cinématographique de Stanley Kubrick en 1971, il commence à s'identifier à Alex, cet adolescent de 15 ans déjanté et violent, imaginé par l'auteur Anthony Burgess. Il demande à ses amis de l'appeler Alex. Il signe même ses devoirs de ce prénom et adopte l'accent britannique, comme Malcolm McDowell dans le film. Dans son imaginaire, Alex n'est pas le diable, mais son ouvrier, un digne exécutant. Ce rôle lui plaît. Il confie qu'il entend parfois des voix qui l'incitent à la violence. Elles lui suggèrent même de tuer. Est-ce le spectre d'Alex ou celui du diable? Ayant eu vent de ses dérives,
L'administration de l'école en informe les Clements. Ils soulignent que leur fils multiplie les absences et n'a manifestement ni intérêt ni motivation pour les matières scolaires. Raymond Dykens, le principal, ajoute que l'administration est à bout de ressources. Leur fils aurait besoin d'être vu par un spécialiste. En avril 1987, Diana Clements prend rendez-vous au Centre Ozark de santé mentale pour une évaluation. C'est l'établissement par lequel est passé Jim quelques années plus tôt. Diana est au courant des pensées morbides de son fils. Elle est bien consciente aussi de ses problèmes de consommation. Curieusement, le conseiller thérapeute de la clinique, Randy Groens, est beaucoup moins alarmiste. Pour lui, les comportements de Ron sont ceux d'un garçon de son âge, d'un rebelle en quête d'identité. Il doute également que l'adolescent soit prêt pour une cure de désintoxication, même s'il prétend le contraire. Pour que ce genre de thérapie réussisse, il faut que le patient soit conscient de son problème et qu'il souhaite s'en sortir. Groens ne croit pas en la sincérité de Ron. Et lorsque l'adolescent lui parle des voix qu'il entend et de ses scénarios sadiques, le thérapeute n'y voit encore que les fantasmes d'un jeune noyé dans la réalité alternative que chantent ses idoles du heavy metal. Il conseille à Diana d'éloigner son fils de Jim Hardy. À n'en juger par ses confidences, ce Hardy est d'un tempérament dominant et exerce une mauvaise influence sur Ron. Comme la fin des classes approche, Diana prend ses dispositions. Ron passera le début de l'été chez son père, déménagé depuis peu en Arizona. Pendant son absence, elle fouille ses effets personnels, incluant ses cahiers scolaires. Elle est horrifiée d'y lire en marge ses fantasmes sadomasochistes et des descriptions de violence et de mort. Elle retourne au Centre Ozark de santé mentale et remet ses écrits à Randy Groens. Non seulement le thérapeute réitère-t-il que ces fantasmes n'ont rien d'anormal pour un adolescent, mais il reproche ses actions à Diana. Elle ne devrait pas violer ainsi l'intimité de son fils. Durant l'absence de Ron, Jim se lie d'amitié avec un autre étudiant de l'école, Theron dit Pete Rowland. Comme Hardy et Clemens, il vient d'une famille dysfonctionnelle. À la maison, les problèmes d'argent, d'abus et d'alcool ont été omniprésents. Quand il était enfant, ses parents ont divorcé. Son père a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Un rapport a été envoyé à la protection de l'enfance, qui a choisi de retirer les enfants de la garde familiale, la mère étant jugée inapte à cause de son alcoolisme. Theron et sa sœur aînée ont alors été placés dans un foyer d'accueil. Était-ce vraiment mieux? Le gamin était sévèrement réprimandé pour ses actions. Lorsqu'il mouillait son lit, il avait 6 ans, ses tuteurs le châtiaient, allant jusqu'à lui mettre le nez dans son urine. 3 mois plus tard, il est retourné vivre avec sa mère, Penny Behert. À cette époque, la femme passait ses soirées dans les bars, laissant ses enfants sans supervision des nuits entières. Mauvais élève, Theron s'est fait une réputation de clown, dérangeant la classe à la moindre occasion. Vers l'âge de 13 ans, il a commencé à boire, puis est vite passé de l'alcool au cannabis, aux amphétamines et à la cocaïne. À l'instar de James Hardy, il est un amateur de musique heavy metal, et ses penchants pour le morbide et la violence rivalisent avec ceux de son nouvel ami. Sans surprise, il est aussi fasciné par Hitler et les nazis. Il décore ses cahiers de pentagrammes et de svastikas. Lorsque Ron revient de l'Arizona, Jim lui présente Pete. Les trois s'entendent comme cul et chemise. Ils poussent un peu plus loin leur goût du macabre et passent au sacrifice d'animaux. Ils se réunissent dans les bois à l'extérieur de Carl Junction où ils défèquent sur la Bible. Ils torturent et tuent des chats, des chiens et des écureuils. Aussi surprenant que cela puisse paraître, certaines de ces cérémonies se font devant public.
Des jeunes souvent intoxiqués qui trouvent divertissantes ces maltraitances. Parmi eux, on compte parfois Stephen Newberry, prêt à tout pour être aimé de Jim Hardy. À une occasion, Jim et Pete trouvent un vieux sèche-linge dans un dépotoir. Ils remplissent la cuve de foin, y enferment un chiot qu'ils ont copieusement arrosé de solvant à peinture et y mettent le feu. Les plaintes d'agonie de l'animal les amusent. Jim racontera plus tard: « Le chien courait à l'intérieur. C'était la première fois que j'entendais hurler un chien. On aurait dit un humain qui criait. » À la reprise des cours, en septembre, Jim, Ron et Pete se retrouvent tous les jours à la cafétéria. Ils sont souvent entourés d'étudiants qui boivent leurs paroles et rient à l'énoncé de leurs épouvantables fantasmes. Ils décrivent plusieurs scénarios de meurtre, comme asperger une vieille dame d'essence et l'enflammer comme une torche. « Ce serait amusant de la voir cramer vivante », commande Jim. On pourrait croire que ce genre de propos lui aurait aliéné la majorité des étudiants, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. En ce début d'année, il est temps d'élire un président, et Jim est un candidat tout désigné. N'est-il pas l'étudiant le plus populaire de l'école? Ses pairs le trouvent cool, aux grandes dames du corps enseignant qui ne voient en lui qu'un cancre manipulateur. Après une courte campagne, l'adolescent est élu président de l'association étudiante. Tout cela devient de plus en plus inquiétant. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Comment un jeune aussi dysfonctionnel et avec un discours aussi sordide peut-il susciter une telle sympathie, surtout dans cette région des États-Unis, la Bible Belt, reconnue pour sa piété et son respect des Saintes Écritures? Au gré de leurs discussions, les satanistes en herbe laissent entendre qu'ils cherchent la victime parfaite et que, lorsqu'ils l'auront trouvée, ils passeront à l'acte. Pete, qui affirme aussi entendre les voix des démons, est persuadé qu'à l'issue de ce sacrifice, le grand Satan lui apparaîtra en personne. C'est au cours de l'un de ces échanges qu'une étudiante propose un candidat, Stephen Newberry. Jim éclate de rire. Il commente: « Pas lui, c'est un idiot. Mais je peux l'utiliser comme je veux. Il m'est utile. Je lui achète parfois de la dope. » Nous sommes alors en septembre 1987 et le verre est dans la pomme. Si Jim est perçu comme la vedette de l'école, Stephen est le souffre-douleur de tout un chacun. À cause de son hyperactivité infantile, on dirait aujourd'hui trouble du déficit de l'attention ou TDAH, il a commencé l'école plus tard que les autres enfants et a redoublé une année. Il a 2 ans de plus que ses compagnons de classe. Il est en surpoids et ses odeurs corporelles dérangent. On le bouscule et on le traite de tous les noms. Il est naïf et influençable. Stephen multiplie pourtant ses efforts pour être aimé. Pas toujours, hélas, de la meilleure manière. Pour impressionner les élèves, il raconte souvent des bobards invraisemblables. Il prétend, par exemple, que sa mère a fait le gâteau de mariage pour Lady Di et le prince Charles. Jim connaît les faiblesses de Stephen. Il sait que se laisser pour compte lui vaut une admiration sans borne et qu'il ferait tout pour lui plaire. Que son rêve serait d'être admis dans son cercle rapproché, comme le sont Ron et Pete. Il en profite. Lorsque Stephen se présente à l'école avec un autoradio de $200, un cadeau de Noël de sa mère, Jim le lui rachète pour $15. En apprenant cette transaction, Marlis Newberry jure de s'en mêler, mais Stephen l'en dissuade. Son intervention ne ferait que l'aliéner davantage. On le traite déjà de boule de morve et de débile. Il ne faudrait pas en plus qu'on l'accuse d'être un fils à maman. Qui plus est, cela ruinerait ses chances de rejoindre le club sélect des Hardy's Boys. À cette époque, Stephen travaille à temps partiel dans une rôtisserie. Lorsque ses jours de paye,
il n'est pas rare de voir débarquer Jim et ses amis. D'une manière ou d'une autre, ils réussissent toujours à le convaincre de les accompagner chez leur revendeur. Évidemment, c'est Steven qui paie alors pour la consommation du groupe. C'est lui aussi qui paie pour la bière et la malbouffe. En septembre, le nom de Steven a déjà été évoqué comme possible offrande au diable. Mais Jim l'a rejeté, sans considération. Puis, début octobre, en classe de psychologie, Ron, qui occupe le bureau devant le sien, se retourne et lui demande s'il était sérieux lorsqu'il parlait de sacrifier quelqu'un. Jim acquiesce. Ron lui réitère que le gros Steven serait l'offrande idéale. Cette fois, Jim est d'accord. Il a même une date en tête. Le 31 octobre, le soir de l'Halloween. Chez les satanistes, cette fête correspond plus ou moins à celle de Samhain, une célébration païenne d'origine celtique qui marque le passage de la saison estivale claire à celle plus sombre de l'hiver, la victoire des ténèbres sur la lumière. Le plan est relativement simple. Le soir de l'Halloween, ils prétexteront une sortie urgente et demanderont à Steven de les accompagner. Ils le conduiront dans un lieu isolé où, comme ils l'ont fait des dizaines de fois avec des chats ou des chiens, ils l'immoleront par le feu ou le battront à mort avec des bâtons de baseball. Jim a déjà en tête un endroit tout désigné pour ce sacrifice. Il s'agit d'un boisé à l'ouest de Joplin. Il y a là un ancien puits désaffecté à moitié rempli d'eau. Ce sera parfait pour y jeter le corps de Steven. Toutefois, l'affaire tourne court lorsque Steven tombe sur le dessin d'un ami proche de Jim, Lance Owens, dépeignant un géant tenant dans sa main un cadavre mutilé. Ce corps lui ressemble étrangement et porte un t-shirt Nike, identique à son chandail favori. Étrange coïncidence. Il apprend aussi qu'une rumeur circule à l'école. Les Hardy's Boys mijoteraient de lui faire sa fête le soir de l'Halloween. Steven se confie à sa mère, qui téléphone à la police de Carl Junction. À l'autre bout du fil, un agent lui répond que son fils est majeur et qu'il est responsable de ses actions et du choix de ses amis. Quant aux rumeurs, ce ne sont justement que des bavardages, et la loi ne permet pas d'arrêter des gens sur la foi de racontards. Cela ne rassure en rien Marlis. Bien sûr, elle sait que son garçon n'est pas un modèle, que Jim Hardy, dont il vante pourtant les mérites, n'est qu'un petit voyou, que lui et ses amis se définissent comme des satanistes, et qu'ils passent leur soirée à se droguer et à écouter du heavy metal, un style musical qui plaît tout autant à Steven. Que Dieu lui pardonne. Néanmoins, elle sait que quelque chose se trame. Elle le sent dans ses tripes. Elle a mis au monde 4 enfants et traversé 2 divorces houleux. Elle sait reconnaître les signes d'un drame en devenir, comme si elle avait un 6e sens. Elle doit faire quelque chose. Elle demande expressément à Steven de se tenir loin de Jim, mais il refuse. Jim est son ami, rétorque-t-il, et il ne lui ferait pas de mal, quoi qu'en disent les rumeurs. Marlis n'en croit rien. Comme ses racontards parlent de l'Halloween, elle décide de déjouer les plans du trio satanique. Le matin du 31 octobre, elle demande à Steven et à ses 3 jeunes sœurs de prendre quelques affaires. C'est samedi, explique-t-elle aux enfants, et elle a décidé d'aller passer le week-end chez ses parents en Arkansas. Si dans son esprit tordu, Jim a choisi la fête de l'Halloween pour faire du mal à son fils, il devra revoir ses plans. C'est exactement ce que va faire l'adolescent. Début novembre, Steven se retrouve en compagnie de Jim et de ses amis. Il leur confie qu'il sait à propos des rumeurs. Hardy éclate de rire. Toutes ces histoires ne sont que des blagues, des scénarios pour faire flipper les filles. Steven est rassuré. D'ailleurs, à partir de ce jour, il se sent plus intégré. Jim et ses camarades se montrent plus amicaux, plus inclusifs.
Steven a l'impression d'être intronisé dans le sacro-saint trio. Il est D'Artagnan, rejoignant les trois mousquetaires. Au cours des semaines qui suivent, et à au moins 2 reprises, Jim, Pete et Ron organisent des embuscades pour coincer Steven. Mais chaque fois, des imprévus les forcent à abandonner leur plan. Le mercredi 2 décembre 1987, Ronald Clemens et Lance Owens s'introduisent dans une maison de Carthage, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Call Junction, et font pour plus de 3000 $ de dommages. Avant de quitter les lieux, ils peignent sur les murs des pentagrammes inversés et le chiffre 666, le nombre de la bête, selon l'évangéliste Jean. Ils signent leurs œuvres. « Allez vous faire foutre, votre âme appartient à Satan. » Ce sont manifestement des poètes. Ces graffitis renvoient au culte du diable. Le rapport atterrit sur le bureau de l'agent Tom Brown de la police de Call Junction. Ce n'est pas la première fois que des actions suggérant la présence d'un culte dans le comté de Jasper soient portées à son attention. Il y a quelques mois, des graffitis sataniques ont été signalés sur les murs d'un centre commercial à Joplin, la ville voisine. La rumeur accusait, et accuse toujours, une poignée d'étudiants d'en être les responsables. L'agent Brown décide de creuser cette piste. Et il se rend à l'école secondaire de Call Junction. Le directeur, Raymond Dykens, lui confie qu'il ne serait pas surpris que Jim Hardy, Ron Clemens et Pete Rowland et, dans une moindre mesure, Lance Owens, soient impliqués dans ces méfaits. La prochaine fois que Brown entendra parler de Jim Hardy et de ses amis, ce sera en lien avec un meurtre. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le 6 décembre, en fin d'après-midi, Jim se présente au domicile des Newberry, sur North Black Cat Road. Marlis est présente. Elle a passé l'avant-midi à l'église. De confession luthérienne, elle enseigne la Bible aux enfants durant les week-ends. Depuis les événements du mois d'octobre, elle s'est laissée convaincre que Jim n'est peut-être pas aussi diabolique qu'elle l'imaginait. Elle s'efforce d'être moins radicale, mais elle ne l'aime pas. Pendant un moment, Jim s'enferme avec son fils dans sa chambre. Steven vient bientôt annoncer à sa mère que ses amis et lui vont aller rendre visite à un étudiant qui se remet d'un accident de voiture. Du regard, Marlis lui fait comprendre qu'elle n'aime pas trop le voir traîner avec ses voyous. Mais Steven a 19 ans. C'est un adulte et il est responsable de ses actions. Steven et Jim quittent la maison et s'engouffrent dans la Datsun brune de Pete. Les jeunes prennent la direction de Joplin, à 15 km au sud de Call Junction. Assis sur la banquette arrière, Steven remarque à ses pieds 4 bâtons de baseball. Sur l'un d'eux est écrit en lettres majuscules « Ultraviolence ». Il reconnaît un mot propre au monde d'Orange Mécanique, l'univers fétiche de Ron. En périphérie de Joplin, Pete se gare sur State Line Road, près de l'usine de phosphate de la Farmers Chemical. Les jeunes ont tous en main un bâton de baseball. Jim traîne en plus un sac de jute dans lequel il a enfermé un chaton. Il s'enfonce de 700 ou 800 mètres dans les bois, jusqu'au puits de l'enfer, comme l'a rebaptisé Jim. Il est 19 heures, et le jour laisse lentement sa place aux ténèbres. In situ, à l'aide d'une longue corde, ils suspendent à une branche, le sac gigotant, avec le chat à l'intérieur. Puis, à la manière d'une piñata, ils le frappent à tour de rôle. Bientôt, le sac, immobile, suinte de sang. Les jeunes le décrochent et admirent leur ignoble trophée. « J'aurais préféré qu'on tue quelque chose de plus gros », déplore Steven. Pendant un moment, les adolescents restent là, indécis. Ils songent à fumer du crack. Puis, en regardant Steven penché au-dessus du chaton mort, Jim entend à nouveau la voix diabolique si familière. Elle le presse de le faire.
À l'horloge de l'enfer, c'est l'heure de Satan. Sans prévenir, Jim prend son élan et frappe Steven en plein visage avec sa batte. Surpris par l'agression et la force du coup, Newberry tombe à la renverse. Il n'a pas le temps de se relever qu'il reçoit un autre coup à la tête. Il se recroqueville en position fétale. Il réalise à cet instant qu'il s'est fait piéger, qu'il est maintenant une proie. Apercevant un espace entre Jim et Ron, il bondit en avant et s'y précipite. Aussitôt, les autres le prennent en chasse. « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi moi? » répète Steven en essayant de les distancer. C'est peine perdue. Il n'a aucune chance. Il n'a pas l'agilité d'un athlète et, dans la semi-obscurité, il trébuche sur les branches et les racines. Il réussit à atteindre la route, mais ses assaillants sont bientôt sur lui. Ils l'entourent, tenant leur bâton levé, prêts à frapper. Ils le forcent à retourner dans la forêt. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? » demande encore Steven. « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? » se moque Jim en prenant une voix infantile, comme celle qu'on adopterait pour parler à un enfant ou à un animal. « C'est vrai, pourquoi faites-vous cela? » insiste Steven, le visage déjà couvert de sang. « Parce que c'est amusant, Steven, » répond simplement Jim. Comme s'il s'agissait d'un signal, Jim, Ron et Pete se mettent à le frapper à tour de rôle. Steven tente de se protéger du mieux qu'il peut en plaçant ses mains sur sa tête, mais ce n'est pas suffisant. À un moment, Jim le frappe si violemment qu'il en casse son bâton. Il doit revenir sur ses pas pour récupérer la batte qu'a laissé tomber Steven dans sa fuite. Au final, Steven est frappé à plus de 70 reprises. Certains coups lui ont défoncé le crâne. Ce calvaire prend fin lorsque Jim pose le bout de son bâton sur l'épaule de sa victime, étendue au sol. Parodiant la gestuelle du « Je vous fais chevalier », Jim, utilisant sa batte en guise d'épée, prononce à haute voix « Ceci est un sacrifice pour Satan. » Après cette déclaration solennelle, les adolescents traînent Steven jusqu'au puits. Ils sont surpris de constater qu'il est toujours vivant. De ses mains, il essaie de s'accrocher au sol qui glisse sous lui. Il gémit et marmonne des mots incompréhensibles. « Ta gueule, Steven !» lui lance Jim en lui assénant un dernier coup de pied au visage. Une fois au puits, il leste le corps avec une pierre de 80 kilos et le balance à l'intérieur. Steven disparaît dans 2 mètres d'eau. Il jette aussi dans le puits son blouson et la carcasse du chat sacrifié. Avant de quitter les lieux, ils prennent soin de dissimuler les battes derrière des buissons. Les satanistes retournent à la voiture et rentrent tranquillement à Carl Junction. Pete est déçu. Il croyait qu'à la suite de ce sacrifice, le maître des enfers lui apparaîtrait dans toute sa splendeur. Rien. Même pas une vague odeur de soufre. Le lundi 7 décembre, Marlis Newberry se réveille de bonne heure. Elle constate que Steven n'est pas rentré à la maison. Peut-être a-t-il décidé d'aller dormir chez l'un de ses amis. Ce ne serait pas la première fois. La femme a cependant un mauvais pressentiment. Aux aurores, elle s'est réveillée, croyant entendre son fils. C'était comme un appel à l'aide. Vers 8h30, elle téléphone à l'école secondaire de Carl Junction. Elle apprend que Steven est absent, contrairement à Jim, à Ron et à Pete. De plus en plus inquiète, elle signale la disparition au bureau du shérif du comté de Jasper. À peu près au même moment, à Joplin, un employé de la Farmers Chemical, sorti pour griller une cigarette, découvre dans le boisé qui longe l'usine une batte de baseball maculée de sang. Le bâton est cassé à la hauteur du manche. Lorsqu'il le retourne, il a l'impression que le sang, où pullulent déjà les fourmis, est relativement frais. Il signale sa découverte à la police locale. C'est une première prise. Même si Steven a 19 ans et qu'il peut découcher sans avoir à rendre des comptes à sa mère, l'agent Mike Randolph du bureau du shérif décide d'aller rencontrer les derniers à l'avoir vu, Jim Hardy, Ron Clements et Pete Rowland. Les adolescents sont interrogés à tour de rôle dans le bureau du directeur.
Ils répètent la même histoire. Après avoir fait la fête du côté de Joplin, ils sont rentrés à Carl Junction. Sur la route, les Newberry habitent à mi-chemin entre Joplin et Carl Junction. Ils ont laissé Steven chez Barney, un dépanneur local. La police n'y croit qu'à moitié. En fin d'après-midi, Marlis Newberry contacte à nouveau le bureau du shérif. Christina, sa fille de 14 ans, qui fréquente aussi l'école secondaire de Carl Junction, lui a raconté qu'une de ses amies a surpris Jim et Pete en train de rigoler à propos d'une personne qu'ils ont poignardée à mort. À l'autre bout du fil, l'enquêteur l'informe qu'un confrère a interrogé les adolescents et qu'ils ont tous affirmé avoir laissé Steven près d'un dépanneur. La mère n'en croit rien. Alors que Marlis réitère ses soupçons, Jim, Ron et Pete retournent sur les lieux du crime. Le corps de Steven est toujours dans le puits. Il n'est pas vraiment visible, mais son blouson, gonflé d'air, émerge de l'eau. Les adolescents y jettent des pierres pour l'enfoncer sous la surface. Satisfaits, ils répandent de l'eau de javel entre le puits et le lieu de l'agression, 10 mètres plus loin. Persuadé d'avoir fait disparaître toute preuve incriminante, le trio revient à Carl Junction. La quiétude est toutefois de courte durée. Dès qu'ils rentrent chez eux, leurs parents les informent que le bureau du shérif les a contactés et que des enquêteurs souhaitent les interroger de nouveau. Le soir même. Les locaux du shérif sont situés au 231 South Main Street, à Carthage, à 25 minutes de route à l'est de Carl Junction. Pour éviter ce long déplacement, la police de Carl Junction a accepté d'ouvrir ses bureaux aux hommes du shérif. En début de soirée, séparément, Jim et Ron arrivent au poste. Dès les premières minutes de l'interrogatoire, Jim l'interrompt. L'avocat de sa famille, explique-t-il, est aussi l'assistant du procureur du comté, et sa mère, Nancy, travaille comme secrétaire pour un sénateur de l'État. L'enquêteur n'est pas impressionné. Cependant, comme le veut la loi, il met fin à l'entretien le temps que Jim puisse discuter avec son avocat. Ron, qui s'est présenté en compagnie de sa mère, Diana, est beaucoup moins arrogant. Il est nerveux et agité. Après quelques minutes, il demande à sa mère de sortir. Seul avec l'enquêteur Randolph, il avoue avoir tué Steven. Lui et des individus qu'il refuse pour l'instant d'identifier l'ont conduit près de l'usine Farmers Chemical, tout au bout de la State Line Road, à la frontière de l'État. Il y a là une vieille voie ferrée et un boisé. Ils l'ont battu à mort avec des bâtons de baseball avant de le jeter dans un puits. C'est une deuxième prise. Pendant que l'agent Ray Youngblood se rend chez Marlis Newberry pour lui annoncer que la police détient un suspect dans la disparition de son fils, le shérif Layden Boatwright et ses hommes, guidés par Ron, mettent le cap sur le puits de l'enfer. Vers 1h30, ils y trouvent non seulement le corps de la victime, mais aussi de nombreuses preuves médico-légales qui confirment le récit de l'adolescent. Ils découvrent également les squelettes de 2 écureuils et la carcasse du chaton noir et blanc torturé et tué au nom de la bêtise. Alors que la voiture reprend la route de Carl Junction, Ron fait une dernière confidence. Ses complices étaient Jim Hardy et Pete Rowland. La boucle est bouclée. Quelques 24 heures se sont écoulées depuis le meurtre de Steven. Le grand Satan n'est pas apparu et il leur a mis à peine une journée pour leur tourner le dos. C'est la 3e prise. Pour les satanistes, c'est un retrait de la société. Le lendemain avant-midi, Pete est arrêté à l'école de Carl Junction. Jim est absent. Des étudiants affirment l'avoir aperçu plus tôt. Il était nerveux et aurait confié qu'il avait fait quelque chose de grave et qu'il allait sans doute le payer le reste de ses jours. Il aurait quitté l'école après la première période. Pendant un moment, les enquêteurs songent à diffuser un avis de recherche. Ce ne sera pas nécessaire. Vers 15 heures, Jim se livre de lui-même au bureau du shérif.
La petite communauté de Carl Junction est à la fois sous le choc et soulagée. Depuis quelque temps, la rumeur disait que des satanistes étaient à l'œuvre dans la région. Leurs activités s'étendaient jusqu'à Joplin et aux frontières de l'État. En apprenant l'arrestation de Hardy, de Clemens et de Rowland, certains restent sceptiques. Selon la presse nationale et des journalistes respectés comme Geraldo Rivera et Maury Povich, les satanistes seraient des groupes excessivement bien organisés, constitués de chapitres, des couvents, comptant invariablement 13 membres. Difficile de croire que les 3 adolescents toxicomanes, écroués par les enquêteurs du bureau du shérif, soient les uniques membres de cette confrérie. Où sont les autres adeptes du culte? S'interroge d'aucuns. En apprenant que les élèves de l'école de Carl Junction sont impliqués dans un culte satanique, l'administration vote à l'unanimité pour le retrait de la bibliothèque de tous les livres associés de près ou de loin aux sciences occultes. Même si les jeunes n'ont que 17 ans, le procureur décide de les inculper devant un tribunal pour adultes. Ils risquent tous la peine de mort. Les procès, séparés, débutent au printemps 1988. Pour éviter la peine capitale, Jim accepte l'offre du procureur et plaide coupable à tous les chefs d'accusation. Et ils sont nombreux. Complot, agression, meurtre prémédité, etc. Le 25 mai, il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ron et Pete tentent leur chance. Ils plaident non coupables. Leurs avocats présentent une défense de non-responsabilité criminelle. Au moment du meurtre, ils souffraient de dépendance aux drogues dures et étaient entièrement sous le contrôle du diabolique James Hardy. La défense fait même témoigner Carl Raschke, professeur d'études religieuses à l'Université de Denver, au Colorado, et auteur de Painted Black, un ouvrage académique sur le satanisme. Raschke explique que certains adeptes en viennent à accepter les dogmes de cette religion déviante comme un nouveau code moral. À ce stade, les notions de bien et de mal ne se définissent plus selon les normes sociales admises. Le jury n'en croit rien. Les adolescents écopent tous deux d'une condamnation à perpétuité. Leur jeune âge au moment du meurtre leur épargne la peine capitale. Avec le recul, l'histoire des Hardy's Boys donne froid dans le dos, en raison de sa violence, mais aussi de son laxisme. Les enquêtes, menées conjointement par le département de police de Carl Junction et le bureau du shérif du comté de Jasper, montrent qu'un grand nombre de personnes, parents, professeurs et étudiants, avaient vent des activités sadiques de ces jeunes. Beaucoup étaient aussi au courant du projet de meurtre visant Stephen Newberry. Malheureusement, personne n'a rien fait pour empêcher le drame. Informés, les parents ont préféré jouer à l'autruche. Les professeurs se sont dit que ce n'étaient que des frasques d'adolescents et les jeunes, témoins parfois des violences sur des animaux, trouvaient ça cool. Même Stephen Newberry avait évoqué les sombres desseins de ses amis, des projets qu'il n'avait pas cru bon de considérer. Son décès était une mort annoncée. Aurait-on pu être plus vigilant? Certainement. Stephen serait-il encore vivant aujourd'hui? Probablement. Depuis ces tristes événements, les 3 accusés ont recouvré leur liberté. Clemens et Rowland en 2021 et Hardy en 2022. Marlis Newberry, qui a repris son nom de jeune fille, Marlis Horn, vit toujours au 4411 North Black Cat Road, à Joplin. Chaque jour, elle prend 1 minute pour se recueillir devant la photo de son fils. C'est une femme pieuse qui croit aux vertus de la miséricorde et du pardon. Elle juge que les assassins de son garçon ont droit à une seconde chance, même si dans son fort intérieur, elle sait que Stephen n'a pas profité d'autant de clémence. Honoré de Balzac disait « Le cœur d'une mère est un abîme,
au fond duquel se trouve toujours un pardon. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.